Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève a été marquée par le rapport sur l'emploi aux États-Unis qui vient clôturer une semaine qui était déjà elle-même placée sous le signe de l'emploi aux États-Unis avec diverses statistiques comme le nombre d'emplois vacants en début de semaine, comme le chiffre ADP des créations d'emplois dans le secteur privé. ADP étant une entreprise privée, on a eu en cette fin de semaine le chiffre officiel très différent. On va en reparler des créations d'emplois aux États-Unis. Et puis une semaine qui aurait été marquée également par des mouvements sur les matières premières, la forte baisse du pétrole et d'autres matières premières dont on va également reparler dans quelques instants, mais aussi des indices d'activité qu'on a surveillés aux États-Unis et certains discours intéressants de membres de la BCE notamment. Voilà pour le programme de la semaine écoulée. On va donc commencer par cette fin de semaine avec le rapport sur l'emploi. Un rapport sur l'emploi donc qui a fait apparaître un chiffre encore fort de création d'emplois, plus de 330 000 créations d'emplois en septembre. C'est le chiffre le plus élevé en 8 mois. C'est un chiffre qui est totalement à l'opposé de ce que l'entreprise privée américaine ADP avait estimé en milieu de semaine, à savoir un chiffre de 89 000, 2 fois inférieur au consensus. Et finalement, le chiffre NFP, lui, le rapport officiel de l'emploi américain, le nombre de créations d'emplois non agricoles, est ressorti 2 fois supérieur au consensus. Donc un vrai écart de ce côté-là. Et donc, évidemment, la réaction initiale du marché a été relativement négative parce que ça laisse toujours penser que ce marché de l'emploi américain reste tendu, a du mal à se détendre, ce qui est donc potentiellement inflationniste, et donc ce qui peut obliger la Fed à relever encore les salaires. Cependant, et c'est là qu'il va falloir faire attention à l'intégralité du rapport sur l'emploi, le chiffre des créations d'emplois est resté très important, mais d'autres composantes qui sont très surveillées par la Fed, comme le taux de chômage notamment, lui est resté stable à 3,8%, c'est même un peu au-dessus de ce que le marché attendait, le consensus était à 3,7, on est à 3,8, c'est-à-dire l'équivalent du chiffre du mois précédent. Et au niveau de la progression des salaires, le salaire horaire moyen en données annuelles aux États-Unis a un peu ralenti en termes de progression. On était à 4,3% il y a 2 mois. En septembre, on est revenu à 4,2%. C'est la plus faible progression depuis juin 2021. À 4,2% de progression annuelle au niveau des salaires, on s'éloigne très nettement du pic qu'on avait touché d'un des pics en tout cas, dans la partie un peu post-Covid, pas le pic immédiat parce que ça c'était vraiment des chiffres totalement déconnectés de la réalité, mais on va dire dans la normalisation ensuite du marché de l'emploi post-Covid, et quand l'effet un peu de vague est retombé, on avait donc des progressions de salaire aux alentours de 6% aux États-Unis il y a quelques temps de cela. Désormais, on revient dans une zone de 4,2%, et si on se souvient, avant la période Covid, toute la période qui va en gros de 2016 à 2019 et presque début 2020, on a une progression moyenne des salaires aux États-Unis de l'ordre de 3%. Donc vous voyez qu'il y a quand même des progrès qui ont été réalisés, en tout cas de normalisation malgré tout du marché du travail, où la progression des salaires est quand même beaucoup moins intense qu'elle n'a été par un passé très récent. Et donc finalement, oui, il y a un chiffre qui est relativement costaud. Ça, effectivement, les taux américains ont rebondi, on va en parler un petit peu dans quelques instants. Mais globalement, tout le rapport ne montre pas, si vous voulez, n'est pas d'une rigidité absolue et d'une tension absolue. Hein, sinon, ça se verrait aussi via le taux de chômage et ça se verrait aussi via les salaires. Et donc, cette semaine, on a eu également, plus tôt dans la semaine, le rapport Jolts, vous savez, ces emplois, ces ouvertures de postes, en fait, aux États-Unis, qui mesurent en quelque sorte les emplois vacants aux États-Unis. On a eu un rebond assez fort, hein, un peu au-delà de 9 millions. Là aussi, vous voyez, qui donne finalement cette semaine l'impression d'un marché de l'emploi qui reste tendu. Mais là encore, quand on regarde le momentum depuis plusieurs mois, eh bien, on a quand même une détente hein, sur cette partie des emplois vacants également. Là, on va donner quelques repères également. Avant la crise Covid, on était aux alentours de 7 millions d'emplois vacants aux États-Unis. Au plus fort des tensions sur le marché du travail, quand vraiment les entreprises embauchaient à tour de bras, qu'il y avait des créations de postes massives absolument partout parce que l'économie et la demande étaient archi fortes, on avait des emplois vacants à hauteur quasiment de 12 millions, si vous voulez. Et là, on est retombé à un peu en dessous de 9 millions il y a 2 mois. Et là, donc le mois dernier, on est un petit peu remonté au-delà de 9 millions. Mais vous voyez quand même que par rapport à 12 millions, il y a quand même une sacrée amélioration. Là aussi, en termes du nombre d'emplois vacants. Et il est tout à fait possible, et c'est probablement ce que veut la Fed, de ramener effectivement des gens sur le marché du travail et que ces gens, ces travailleurs, comment dire,
utilise les emplois vacants, si vous voulez, qu'en gros que le retour se fasse via des emplois vacants. Pas besoin de créer beaucoup de nouveaux postes non plus, si vous avez un stock d'emplois vacants ou une quantité d'emplois vacants, une quantité qui reste importante. Donc, je pense que c'est un petit peu le pari de la Fed, c'est-à-dire pas forcément souhaiter que le taux de chômage reparte à la hausse. On peut étendre le marché du travail sans forcément que le taux de chômage reparte. Vous pouvez avoir un taux de chômage qui reste aux alentours de, par exemple, de 3,8 ou 4%, mais si vous avez une poche d'emplois vacants qui se dégonfle assez fortement parce que les emplois sont pourvus, eh bien, ça suffit par ce biais-là aussi à faire baisser la pression pour les employeurs sur les salaires, moins de nécessité d'augmenter les salaires si vous arrivez à pourvoir finalement les emplois et que vous arrivez à embaucher pour l'emploi que vous souhaitez. Donc dans ce cas-là, ça peut aussi avoir un effet détente sur les salaires. L'effet sur les salaires agissant donc favorablement, on peut faire baisser du coup l'inflation et évidemment, on n'est pas obligé de dégrader fortement le marché du travail pour parvenir à l'objectif de 2%. Donc c'est pour ça que ce rapport d'aujourd'hui, il est finalement pas aussi extraordinaire. Le chiffre d'emploi est carrément une très grosse surprise parce qu'on voit la réaction des marchés instantanément, ça a été ça. Les taux sont partis à la hausse, les valeurs de croissance de ce coup sont partis à la baisse, tous les indices d'ailleurs. Mais encore une fois, dans la quantité d'informations disponibles, notamment dans ce rapport, eh bien, une partie ne va pas dans le sens d'un marché de l'emploi qui se retendrait, si vous voulez. C'est une partie d'une donnée mensuelle qui reste forte, qui a même rebondi par rapport au mois précédent, mais ce n'est pas l'intégralité du rapport. Autre élément intéressant cette semaine, toujours en cette fin de semaine, des déclarations d'un faucon de la Fed, pas de la Fed, d'un faucon de la BCE qui s'appelle Knot. Knot a dit une chose importante, il a dit qu'il était à l'aise actuellement avec la position actuelle de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. C'est important parce que Knot faisait partie et fait toujours partie de ces faucons de la BCE qui avaient appelé à aller très vite sur la politique monétaire, à relever très fortement les taux. Et finalement, quand un faucon commence à adopter une posture comme ça un peu plus souple, ou en tout cas un peu plus neutre en termes de trajectoire de politique monétaire, ça peut être un signe de plus que effectivement les taux de la BCE sont au pic, sont au plafond et n'iront pas forcément plus haut. Knot qui a également indiqué quelque chose d'assez intéressant, il explique que lui souhaiterait à l'avenir que les objectifs d'inflation de la BCE ne soient pas un point fixe à 2%, mais une bande de variation autour de 2%. Et ça est tout à fait possible que ce genre de discours, on commence à le voir apparaître aussi chez certains membres de la Fed, par exemple. C'était d'ailleurs arrivé il y a quelques jours de cela, Goldsby de la Fed, qui est allé sur ce terrain-là de si on a suffisamment de conviction que l'objectif d'inflation va être atteint, eh bien qu'on peut à un moment donné commencer à reparler de la définition de l'objectif d'inflation. Et ça, c'est tout à fait possible dans une phase où, effectivement, l'inflation ne tombera peut-être pas tout de suite à 2%. Et donc, comment moduler l'objectif d'inflation pour ne pas non plus avoir à durcir de manière absolument excessive la politique monétaire. Donc ça, c'est une petite phrase intéressante, surtout quand elles émergent de faucons, donc de ces membres de banque centrale qui, jusqu'à présent, étaient plutôt agressifs. On revient un petit peu sur cette économie américaine, parce qu'effectivement, l'image que donne ce rapport sur l'emploi, c'est qu'effectivement, l'économie américaine reste résiliente, et finalement, c'est une bonne chose. Si on regarde pour l'instant le combat de Jérôme Powell et de la Fed contre l'inflation, ils ont quand même réussi à ramener une inflation qui était dans la zone des 9-10%, ou au moins 9% il y a quelques mois. L'inflation globale à des niveaux inférieurs à 4%. L'inflation globale actuellement, elle est à 3,7% aux États-Unis. Donc, finalement, pour l'instant, le pari est bien mené de la part de la Fed. L'économie américaine tient bon, l'inflation a beaucoup reflué, l'inflation cœur est toujours plus élevée que ce que la Fed souhaite. L'inflation cœur est à 4,3% toujours, donc c'est toujours 2 fois au-dessus de l'objectif, mais malgré tout, pour l'instant, l'économie tient bien avec un repli de l'inflation. Donc je dirais que ce rapport sur l'emploi, il peut ne pas être problématique sur la durée. Si par exemple, la semaine prochaine, et on va en reparler, les chiffres d'inflation continuent de montrer une amélioration. Vous voyez, si les stats macro, et notamment celle de l'emploi, restent solides, mais qu'en parallèle, vous avez des chiffres d'inflation qui continuent de s'améliorer, la Fed, encore une fois, n'a pas pour objectif de casser l'économie et de casser le marché de l'emploi. Mais elle a peut-être besoin d'une petite détente de ce marché de l'emploi, mais on le disait tout à l'heure, le marché de l'emploi peut aussi se détendre par un abaissement du chiffre JOLT, c'est-à-dire du nombre d'emplois vacants, sans forcément faire retomber le taux tendre le taux de chômage. Autre sujet d'actualité de la semaine, on reparle un peu de la BCE, on voit que les spreads en zone euro, notamment entre les spreads de taux, donc les écarts de taux entre l'Italie et l'Allemagne, se sont accrus ces derniers temps. Ce n'est pas des écarts dramatiques, mais on note quand même une tendance à l'écartement au niveau des taux de référence, le 10 ans italien et le 10 ans allemand
qui s'écarte un petit peu. On a atteint la zone des 200 points de base d'écart, c'est-à-dire 2% d'écart. C'est pas dramatique parce que pendant la crise de la dette, on est arrivé en 2011-2012 à des écarts de 5% entre ces deux taux de référence. Donc là, c'était effectivement la catastrophe, 550 points de base même à l'époque. C'est pas, les niveaux actuels ne sont pas des niveaux dramatiques et inquiétants. Et je dirais même que c'est ce genre d'éléments-là qui justement peut pousser la BCE à un moment donné aussi à ne pas aller trop loin dans ce redressement de taux, parce qu'on voit que là les spreads s'écartent un petit peu par rapport aussi aux de taux de la BCE. On rappelle que quand la politique monétaire de la BCE était très accommodante en 2020-2021 encore, on avait des écarts d'à peine 100 points de base, donc 1% entre ces deux taux de référence. Que l'année dernière, quand la BCE a durci fortement sa politique, on est monté à 250 points de base, on est un petit peu retombé entre temps, et là on remonte à 200. Donc vous voyez, ça reste quand même tout à fait acceptable, mais il est évident que la BCE ne laissera pas les spreads dériver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même une inflation en zone euro qui a fait de sacrés progrès. La lutte contre l'inflation ne va pas se faire au détriment de l'économie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il y a besoin peut-être de ralentir un peu l'économie. Ça, les banquiers centraux en avaient déjà un petit peu parlé à l'époque. Mais à un moment donné, l'idée, c'est pas non plus de commencer à générer des stress sur l'obligataire souverain, par exemple, pour amener l'inflation à 2%. Vous voyez, à un moment donné, il y a aussi une gestion du risque. C'est pas tout pour la lutte contre l'inflation et rien pour le reste. À un moment donné, encore une fois, cette phrase, je trouve intéressante, les banquiers centraux l'emploient souvent, c'est aujourd'hui le risque d'en faire trop est bien plus équilibré par rapport au risque de ne pas en faire assez. Et donc on voit bien qu'effectivement, les considérations économiques rentrent de plus en plus dans l'équation dans le cadre de cette lutte contre l'inflation. Autre thème de la semaine, c'est la forte baisse des matières premières, notamment du pétrole, qui était à plus de 94 $ aux États-Unis, notamment le WTI à plus de 94 $ et qu'on retrouve à 81 $, 82 $ en cette fin de semaine. Donc c'est une baisse de plus de 10 $ en tout juste une semaine. C'est donc assez impressionnant. Mais on voit aussi que d'autres matières se sont repliées. Je pense notamment aux métaux, le cuivre, le nickel, le zinc. Voilà, pas mal de métaux comme ça se sont repliés. Et donc, c'est quand même une thématique assez matières premières qui peut-être soulever quelques petites craintes sur l'économie, en fait. Si les matières premières refluent comme ça, on a quand même pourtant eu des stats pas trop mauvaises de la Chine, en tout cas des PMI manufacturiers qui repartaient un petit peu en zone d'expansion, là on l'a vu il y a quelques jours, mais pour autant peut-être qu'effectivement le marché, ou notamment sur les matières premières, on se dit bon, l'économie américaine, est-ce qu'elle va tenir par rapport à sa hausse de taux, etc. Jusqu'à présent le marché de l'emploi nous montre que oui. Cependant cette semaine il y a quand même peut-être une petite, je ne dis pas une alerte, mais un élément qu'il va falloir quand même surveiller. On a eu donc l'indice ISM dans les services aux États-Unis. On sait que c'est un indicateur majeur parce qu'il mesure l'activité dans les services, qui est le secteur le plus important aux États-Unis. 80% de l'économie américaine, ce sont des services. Et on remarque que même si l'indicateur ISM est resté stable par rapport au mois précédent, proche de 54, il y a en revanche une des composantes qui s'est très fortement dégradée, qui est passée de 57 à 51, c'est la composante nouvelle commande. Vous voyez, et on a vu notamment la publication de ces chiffres que les matières premières, vous voyez, ont accusé un peu le coup. Elles étaient déjà en train de baisser auparavant, mais vous voyez, cette statistique a pu, si vous voulez, mettre une petite pièce dans l'aspect attention, est-ce que la récession ne nous attend pas malgré tout aux États-Unis d'ici quelques mois. Et donc, vous voyez, on alterne comme ça le sentiment un peu le chaud, le froid. Certaines statistiques penchent plutôt du côté d'un ralentissement, d'autres, comme l'emploi, penchent plutôt pour une résilience économique, vous voyez. Et la Fed va évidemment devoir naviguer là-dedans, elle aussi, pour sa politique monétaire. Donc ça, c'était un des éléments. En tout cas, ces matières premières qui ont baissé vraiment de concert cette semaine, c'était quelque chose d'assez atypique, sachant que le dollar ne s'est pas massivement renforcé cette semaine. Il s'est maintenu haut, si vous voulez, ainsi que les taux, mais c'est pas qu'un effet de dollar, si vous voulez. C'est pas que le dollar qui a fait que les matières premières ont reflué autant. C'était vraiment une thématique globale matières premières. Et donc, moi, je pense qu'il est plutôt à mettre du côté de peut-être des craintes pour la croissance mondiale. Et d'ailleurs, on a vu des indices se tenir moyennement bien cette semaine. Je ne parle pas là de la fin de semaine par rapport à l'après-rapport sur l'emploi. Là, au moment où j'enregistre le podcast, il est quasiment 16 heures. Vous voyez, donc je n'aurai pas encore la clôture, mais voilà à peu près le tableau qu'on a à ce stade des marchés. Puis dernier élément, on a vu donc ces taux américains qui se maintenaient hauts, notamment la hausse des taux longs aux États-Unis avec un 10 ans qui se rapproche de 5%, ça a une conséquence forte sur les taux de crédit hypothécaire. On a vu ces derniers jours que les taux de crédit hypothécaire en moyenne aux États-Unis sur 30 ans, donc pour la partie immobilière, avait grimpé au-delà de 7,5%. C'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plus de 20 ans aux États-Unis. C'est des niveaux qu'on n'avait même pas vus avant la crise des subprimes. Il faut remonter au début des années 2000 pour retrouver de tels niveaux d'emprunt sur l'immobilier aux États-Unis. Donc là aussi, ça c'est des choses qui ont des conséquences évidentes et on le voit régulièrement sur le marché immobilier américain.
En quelques secondes, le programme de la semaine prochaine. On commencera lundi, une journée très calme, c'est Columbus Day, donc une journée fériée aux États-Unis lundi, mais les marchés seront quand même ouverts, une partie des marchés en tout cas. On aura des speakers de la Fed, intéressant de les entendre par rapport justement à ce rapport sur l'emploi, voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Donc quelques speakers de la Fed lundi. Mardi, on aura des chiffres sur la Chine, là aussi à suivre de très près, les chiffres concernant les prêts en yuan, les nouveaux prêts accordés en Chine, notamment donc sur l'immobilier. Ça, c'est une donnée importante pour voir comment se comporte un peu ce marché immobilier et ce marché du crédit en Chine. On aura d'autres speakers de la Fed mardi après-midi. Mercredi, on commencera à rentrer à nouveau dans les thématiques un peu prix et banque centrale, avec les prix à la production aux États-Unis. On aura le compte-rendu donc de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, ce sont les fameuses minutes. Jeudi, ce sera retour, et là, très gros rendez-vous la semaine prochaine, le point d'orgue sûrement de la semaine prochaine, l'inflation aux États-Unis. Le consensus attend une petite amélioration sur l'inflation à nouveau. On attend une inflation globale qui passe de 3,7 à 3,6 et on attend une inflation cœur qui passe de 4,3 à 4,1%. Donc le marché s'attend à un repli de l'inflation la semaine prochaine. Espérons donc qu'ils ne soient pas déçus évidemment par rapport à cette attente. Et on finira vendredi avec des indices de prix en Chine, prix de la production, prix de la consommation. Les prix de la production, ça nous intéresse ça, pour voir si justement la partie manufacturière industrielle se stabilise un petit peu. Discours de Christine Lagarde pour la BCE vendredi. Et donc on terminera l'après-midi avec la confiance des consommateurs aux États-Unis mesurée par l'Université du Michigan. Excellent week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.